Parmi les nombreux véhicules militaires occidentaux envoyés en Ukraine, les véhicules de combat d'infanterie M2 Bradley des États-Unis se sont avérés parmi les plus polyvalents et efficaces en première ligne. Ils ont sauvé d'innombrables vies et infligé de sérieux dégâts aux forces du Kremlin. Ils ont laissé derrière eux une traînée de destruction, après avoir frappé à bout portant un groupe de soldats russes cachés dans les arbres. L'incident a eu lieu dans le village de Voron, qui peut sembler sans importance stratégique au premier abord. C'est un minuscule endroit composé de guère plus qu'une seule portion de route, avec quelques bâtiments éparpillés et des terres agricoles tout autour. Cependant, Voron revêt une importance particulière à ce stade de la guerre. Comme il est situé dans la région de Dnipropetrovsk en Ukraine, au-delà des frontières de la région de Donetsk, dont la Russie contrôle environ 70%. À l'origine, lorsque la guerre a commencé, le président russe Vladimir Poutine a désigné 4 régions d'Ukraine qu'il avait l'intention d'attaquer et de capturer: Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson. Il n'a alors fait aucune mention d'autres régions comme Dnipropetrovsk. Cependant, il semble que le plan ait changé, ou que le véritable plan de Poutine ait été révélé, car la Russie avance désormais au-delà des frontières de Donetsk et entre dans Dnipropetrovsk. Des assauts russes ont aussi lieu à Soumy et Kherson. Et Poutine a récemment déclaré publiquement que selon lui, toute l'Ukraine appartient à la Russie. Au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, fin juin, il a déclaré « J'ai dit à de nombreuses reprises que je considère les peuples russes et ukrainiens comme un seul et même peuple. Ainsi, toute l'Ukraine nous appartient. Nous avons une règle, là où un soldat russe pose le pied, c'est à nous. » De toute évidence, le Kremlin semble déterminé à s'emparer d'une grande partie de l'Ukraine, voire même de l'ensemble du pays. Bien que de nombreux experts aient estimé qu'une prise de contrôle totale du pays prendrait plusieurs décennies, cela ne semble pas avoir dissuadé Poutine de sa campagne de conquête. Il continue d'ordonner à ses troupes d'avancer sans relâche. Et bien que beaucoup meurent, et que la Russie subisse des pertes extraordinaires en vies humaines, en équipement, en argent et en ressources, elle a réalisé des avancées lentes et progressives le long des lignes de front, offrant une plateforme pour cette récente poussée dans la région du Dnipro. Ce qui nous ramène à Voron, l'un des premiers petits villages du Dnipro que les forces russes ont tenté de capturer. En effet, la 5e brigade de chars russes a récemment annoncé qu'elle avait entièrement pris le contrôle de la zone. Mais il semble qu'ils aient sous-estimé la puissance et la résilience du 225e régiment d'assaut indépendant ukrainien, qui avait été chargé de défendre la région. Le 225e avait été l'un des régiments les plus fiables de l'Ukraine depuis le début de la guerre. Formé à Kharkiv, il a participé à la bataille intense des premiers mois de la guerre, contribuant à empêcher les envahisseurs russes de prendre la ville. Il a aussi combattu à Bakhmout, l'une des batailles les plus sanglantes en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. L'unité a aussi combattu à Andivka, Chassiv Yar, et participé à la offensive de Koursk en 2024, capturant des localités russes, avant de se replier en Ukraine, à mesure que le Kremlin reprenait du terrain. Même en Russie, les chaînes de télévision d'État ont parlé du régiment d'élite 225, rapportant qu'il est équipé de certains des meilleurs équipements occidentaux. Et il y a eu de nombreux rapports du front, faisant état de ce régiment capturant avec succès des commandants russes et prenant l'ennemi par surprise. Il n'est donc pas surprenant d'entendre une autre grande réussite impliquant cette unité exceptionnellement efficace. Peu de temps après que les Russes ont affirmé avoir capturé le petit village de Voron, le 225e leur a prouvé qu'ils avaient totalement, et de façon embarrassante, tort. Une vidéo a été publiée révélant toute l'ampleur de la contre-attaque ukrainienne dans la région. Dans la séquence, on voit une paire de véhicules de combat Bradley ukrainiens, qui ont été fournis pour la première fois par les États-Unis en 2023, et que l'on voit sur les champs de bataille d'Ukraine depuis lors. Les Bradley contournent les obstacles avec aisance grâce à leur maniabilité exceptionnelle. Ils roulent sur la route principale traversant Voron, entrant dans des zones bordées d'arbres de chaque côté. Là, de nombreux soldats russes étaient cachés, espérant très probablement que les Bradley ne les repéreraient pas. Sans aucun soutien aérien, ni aide blindée ou d'artillerie, ils savaient qu'ils n'étaient pas de taille face aux véhicules d'infanterie blindés qui arrivaient vers eux. Mais les forces ukrainiennes savaient exactement où les Russes se cachaient, et une fusillade a éclaté. Dans la vidéo,
On voit les Bradley ouvrir le feu sur la lisière de la forêt avec leurs canons automatiques M242 Bushmaster de 25 mm, célèbres pour leur portée efficace exceptionnelle d'environ 2000 mètres, soit 6600 pieds, et leur capacité à tirer jusqu'à 200 coups par minute. Les Russes ont apparemment tenté de riposter, car une petite explosion, peut-être causée par un drone ou un lance-roquette, frappe le sol. Près de l'un des Bradley à un moment donné, heureusement, cela n'a causé aucun dégât au Bradley lui-même. Et il semble que les troupes du Kremlin n'avaient aucun autre moyen de riposter contre ces véhicules de 33 tonnes transportant 10 personnes. Il n'y a pas d'autres détails sur l'ampleur des dégâts causés par les Bradley, ou sur le nombre de victimes qu'ils ont laissées derrière eux. Mais il est hautement improbable que de nombreux soldats survivent pour raconter l'histoire après avoir affronté la puissance de feu redoutable d'un BFV à presque bout portant. Et une chose est sûre, les Russes ne peuvent plus dire qu'ils ont capturé ou pris le contrôle de Voron. Les Bradley ukrainiens sont dans la région, prêts à avancer à tout moment et à les anéantir. Vidéo courte mais riche en enseignements, positifs et négatifs. Côté négatif, la vidéo prouve que les Russes lui avancent de bien dans la région de Dnipro, ce que l'Ukraine ne veut pas entendre. Jusqu'à présent, Kiev a principalement pu concentrer ses efforts de défense sur les régions de première ligne comme Kherson, Donetsk, Louhansk et Zaporizhia, tout en repoussant de plus petites attaques dans des endroits comme Soumy et Kharkiv. À présent, elle doit défendre une nouvelle région. Et l'état-major général des forces armées ukrainiennes l'a reconnu le 26 août, lorsqu'il a publié un message sur Facebook pour informer ses abonnés du monde entier des dernières avancées de la Russie et des efforts de l'Ukraine pour les repousser. Concernant la situation opérationnelle à la frontière des régions de Donetsk et de Dnipropetrovsk, les forces de défense ukrainiennes ont arrêté l'avancée des envahisseurs russes et continuent de contrôler le village de Zaporizhka, et ce, malgré tous les efforts de l'ennemi, qui tente de s'emparer de cette localité. Des hostilités actives se poursuivent également dans la zone du village de Novogergievka. Là-bas, nos soldats infligent de lourdes pertes à l'ennemi, détruisant chaque jour des dizaines d'occupants. Les informations sur l'occupation de ces deux localités par les Russes sont fausses. La publication est survenue peu de temps après que le groupe de surveillance Open Source Intelligence Deep State a rapporté que deux petites localités situées près des frontières entre les régions de Dnipro, Donetsk et Zaporizhia avaient été prises par la Russie. Pour la première fois, des observateurs du champ de bataille ont signalé que la Russie contrôlait un territoire de Dnipro. Malgré de multiples tentatives d'incursion par le passé, l'Ukraine a jusqu'à présent réussi à repousser les attaques de la Russie ici. Mais la région subit une pression croissante. Elle subit des attaques aériennes et d'artillerie au quotidien, et le Kremlin a confirmé qu'il continuerait à cibler la région. Le porte-parole de Moscou, Dmitri Peskov, a affirmé en juin aux médias d'État russes que cela s'inscrivait dans le plan visant à créer une zone tampon en Ukraine, censée protéger les intérêts russes et éviter la répétition de contre-attaques, comme l'offensive ukrainienne de Koursk l'an dernier. Ainsi, dans les semaines et les mois à venir, sauf changement soudain ou drastique de la situation, attendez-vous à entendre des rapports continus sur la tentative de la Russie d'avancer vers Dnipro. Beaucoup de ces tentatives échoueront probablement, car l'Ukraine a montré qu'elle pouvait résister fortement sur le front. En utilisant ses tactiques de renseignement et son vaste arsenal de véhicules blindés, d'artillerie, de systèmes de défense aérienne et d'autres armements pour défendre son territoire, la Russie continuera inévitablement à voir ses soldats blessés et tués, avec des pertes qui s'accumulent chaque jour. Avec le temps et de la persévérance, en poursuivant sa stratégie de force brute durant la guerre, elle pourrait finir par percer. Elle pourrait capturer de petits villages comme Voron près des frontières de la région, avant de potentiellement avancer vers des villes et des cités plus grandes. Si ces forces capturent des centres logistiques clés, elles pourront renforcer leur position, établir une zone tampon et progresser. Tout cela prendrait probablement beaucoup de temps, mais ce n'est pas impossible à long terme. Voilà la mauvaise nouvelle. L'incident récent à Voron montre une fois de plus que la Russie manque de blindés et d'armes anti-chars, ce qui est une bonne nouvelle pour l'Ukraine. Hormis un drone ou une grenade propulsée par fusée aperçue dans la vidéo, explosant près d'un Bradley, les troupes russes à Voron semblaient incapables d'endommager efficacement les BFV, et encore moins de les détruire.
Ils devaient simplement se cacher parmi les troupes et espérer survivre pendant que le 225e régiment ukrainien faisait pleuvoir le feu sur eux. C'est une tendance courante sur toute la ligne de front. Ces dernières semaines et mois, de petites escouades de soldats russes ont souvent été envoyés en Ukraine, à pied ou à bord de véhicules civils comme des motos et pick-up. On ne leur a pas fourni de véhicules blindés, ni même de transport de troupes renforcés pour assurer leur sécurité, et ils n'ont pas non plus eu de véhicules de combat ou de chars pour les soutenir. Beaucoup sont également armés uniquement de fusils rudimentaires, et d'autres armes basiques, plutôt que de lance-roquettes anti-chars, dont ils auraient un besoin pour avoir une chance de survivre face à des véhicules comme les BFV ou les différents chars dont dispose l'Ukraine, tels que les M1 Abrams américains et les Léopard 2 allemands. En résumé, bien que la Russie lance de nombreuses offensives dans des régions comme Donetsk, Zaporizhia et même maintenant Dnipropetrovsk, elle le fait avec des ressources très limitées et des groupes de soldats relativement faibles. À cause de cela, malgré ses efforts apparents, la Russie a gagné très peu de terrain tout en continuant à subir des pertes colossales. Ce n'est pas la première fois dans cette guerre que ces tactiques échouent et que ses commandants se montrent incompétents. Ils ont tenté d'aller trop loin, à trop d'endroits, trop rapidement, se surexposant et en payant le prix. Et en fin de compte, la responsabilité de cela remonte tout en haut, jusqu'à Poutine lui-même. Le dirigeant du Kremlin voulait clairement démontrer sa force ces dernières semaines, en préparation de son sommet du 15 août avec le président américain Donald Trump, qui a eu lieu en Alaska. Il voulait s'emparer rapidement du plus de territoire ukrainien possible, quel qu'en soit le coût, afin de renforcer sa position à la table des négociations, et présenter la Russie comme en pleine ascension, en marche vers une victoire écrasante. Au début, Poutine a probablement pensé que son plan avait réussi, car la Russie a effectivement réussi à percer dans certaines zones. Ces assauts audacieux ont abouti dans la région de Donetsk, où les forces du Kremlin ont franchi les défenses ukrainiennes. Au nord-est de Pokrovsk, théâtre de violents combats depuis quelque temps, est l'une des principales cibles russes. Ils ont cherché à encercler la ville pour couper les approvisionnements et attaquer Pokrovsk sous différents angles avec un plan à long terme. Mais le plan s'est retourné contre eux. La Russie s'est trop investie près de Pokrovsk, exposant d'autres zones. Et même les soldats qui ont percé près de Pokrovsk se sont vite retrouvés isolés, sans les fournitures, les armes, les blindages et le soutien nécessaire pour lancer d'autres offensives. Les forces ukrainiennes ont saisi l'opportunité en lançant leur propre contre-attaque dans le secteur de Pokrovsk et à d'autres endroits clés. Ils se sont d'abord retranchés, défendant leur position contre l'assaut russe, puis ont contre-attaqué à Torsk, où les 63e et 60e brigades mécanisées ukrainiennes ont empêché les troupes russes de gagner le moindre terrain. Dans la forêt de Serebriansky, l'Ukraine a utilisé des drones vus à la première personne pour détruire 2 véhicules de combat d'infanterie russes, BMP-2. L'Ukraine a également déployé un char dans cette zone pour ouvrir le feu à courte portée sur les troupes russes, cachées parmi les bâtiments en ruine. Tout cela s'inscrit dans la stratégie actuelle de l'Ukraine, qui consiste à stabiliser les zones les plus importantes du front, à stopper les avancées russes, puis à lancer des contre-attaques lorsque les bons moments se présentent. L'analyste américain du renseignement en source ouverte, Andrew Perpetua, a résumé que Kiev cherche actuellement à stabiliser le front, reprendre certaines positions, en renforcer d'autres et élargir la zone grise ailleurs. Perpetua a également critiqué l'approche du Kremlin ces dernières semaines, suggérant que la Russie s'est largement surexposée. C'est certainement vrai, et Voron en est simplement le dernier exemple. Il n'y a pas grand intérêt pour la Russie à envoyer des troupes pour prendre le contrôle de villages et de localités comme celui-ci, alors que l'Ukraine peut simplement envoyer ses véhicules et les anéantir dès le lendemain. Avec plusieurs Bradley protégeant des positions clés en première ligne, les forces russes auront beaucoup de mal à réaliser des percées majeures. L'Ukraine a reçu plus de 300 véhicules de combat d'infanterie Bradley. Bien sûr, ils ne sont pas tous encore opérationnels, selon des groupes d'analystes en renseignement open source comme Oryx. Kiev a perdu un peu plus de 100 d'entre eux, avec 95 qui auraient été détruits et 13 autres capturés par les Russes. Certains ont aussi pu être abandonnés dans des zones dangereuses ou en mauvais état. Mais l'armée ukrainienne compterait encore pas moins de 6 bataillons de Bradley, chacun recevant 31 BFV, pour un total de 186 véhicules.
L'Ukraine possède peut-être moins de Bradley, mais elle les a utilisés avec une efficacité remarquable durant la guerre. Jusqu'à présent, l'histoire de ces véhicules remonte aux années 1960. À bien des égards, ils étaient la réponse de l'Amérique aux véhicules de combat d'infanterie BMP de l'Union soviétique qui dominaient l'ère de la guerre froide. Comme les BMP, les Bradley ont été conçus pour offrir essentiellement la puissance de feu d'un char et la mobilité d'un transport de troupes dans un seul véhicule, ouvrant ainsi une nouvelle ère de la guerre. De nombreuses variantes du Bradley ont été introduites, le modèle d'origine ayant reçu diverses améliorations pour maintenir ces véhicules aux normes militaires actuelles. L'Ukraine a reçu la version M2A2, lancée en 1988. Même s'il n'est pas le Bradley le plus récent ou avancé, ce véhicule reste polyvalent, fiable et puissant. Doté d'un moteur de 700 chevaux, il peut atteindre une vitesse maximale de 55 km/h et offre une maniabilité exceptionnelle même sur les terrains difficiles. Il est également équipé du canon automatique Bushmaster mentionné précédemment, qui peut facilement neutraliser de grands groupes de soldats et anéantir l'infanterie en un instant. Il possède aussi des missiles anti-chars BGM-60 et 11, tube-launched, optically tracked, wire-guided, permettant aux BFV de se défendre efficacement contre tout véhicule blindé ou char rencontré. En plus, grâce à leur blindage composite et d'autres protections, les BFV sont très difficiles à détruire. Ils résistent aux tirs de fusil et même aux lance-roquettes et autres armes anti-chars. C'est l'une des raisons pour lesquelles tant d'entre eux sont encore opérationnels et continuent d'infliger des dégâts. Des années après leur arrivée à Kiev, les Bradley sont devenus très populaires auprès des soldats ukrainiens. Beaucoup reconnaissent à ces véhicules le mérite de leur avoir sauvé la vie et permis de remporter des combats ou défendre des zones disputées. L'Ukraine a aussi innové dans l'usage des Bradley, les employant non seulement en défense, mais aussi comme chars légers pour explorer ou attaquer les positions russes. Comme à Voron. Grâce à cela, ces dernières années ont vu d'innombrables exemples de l'utilisation très efficace des Bradley par l'Ukraine. À la fin de 2023 par exemple, un Bradley a été filmé en train de détruire un groupe de véhicules blindés russes. De nombreux rapports mentionnent des véhicules de combat d'infanterie éliminant des dizaines de soldats ennemis. Même les Russes ont été forcés de reconnaître que le Bradley est l'un des meilleurs véhicules dont l'Ukraine dispose. Ils ont capturé leur premier Bradley en novembre 2023 et l'ont depuis étudié de près. Ils ont noté que dans de nombreux domaines, le BFV surpasse les véhicules BMP-3 du Kremlin. Le rapport russe précisait que le Bradley est plus résistant aux projectiles et balles que le BMP-3, avant de poursuivre en précisant « Il surpasse le BMP-3 contre les mines ». Grâce à 2 plaques d'aluminium et d'acier installées sur tout le fond, un tapis polymère anti-mine monté à l'intérieur et des sièges pour les troupes absorbant les chocs. Le rapport a également noté que le BMP-3 peinait souvent à endommager le blindage du BFV, tout en soulignant également la puissance de feu supérieure du Bradley, et en concluant avec l'impression que le Bradley surpasse le BMP-3 en termes de caractéristiques opérationnelles et techniques. Grâce à l'accès au compartiment de combat depuis celui des troupes et à une meilleure réparabilité du groupe motopropulseur, du générateur, du compartiment de combat et du canon. La durée réduite de la maintenance technique des composants et ensemble clé grâce à un accès facilité, ainsi qu'une réduction du temps et de la pénibilité pour le remplacement des composants et ensembles principaux. La recherche russe a même déclaré que les concepteurs militaires russes devraient s'inspirer du Bradley et essayer d'incorporer des éléments de sa conception dans les futurs véhicules russes. Ce qui montre à quel point ils le considèrent, même à contre-cœur, avec beaucoup d'estime. Pendant ce temps, l'Ukraine continue de tirer une valeur énorme de sa flotte de Bradley et a même cherché récemment des moyens d'augmenter la survivabilité de ses véhicules, en ajoutant par exemple des cages en acier et des renforts en caoutchouc pour absorber les impacts de drones et prolonger la durée de vie de chaque véhicule. En bref, la Russie va devoir faire face aux Bradley ukrainiens pour un avenir prévisible. Et comme on l'a vu à Voron, elle a très peu de moyens de les combattre. Maintenant, vous pouvez en apprendre davantage sur la façon dont l'Ukraine améliore ses Bradley dans notre vidéo récente, qui examine les incroyables nouvelles améliorations de blindage qui viennent tout juste d'être déployées. Consultez notre analyse sur la manière dont les forces ukrainiennes ont repoussé les avancées russes dans le Donetsk pour regagner du terrain. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé des dernières actualités et évolutions du front.